Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Alinéa. La communication et l'écriture, deux univers différents mais pourtant très proches. Comme qui dirait, de la communication à l'écriture, il n'y a qu'un pas et ce pas venait d'être franchi par une consoeur bien connue dans la sphère médiatique et communicationnelle de notre pays, officiant aux dépêches de Brazzaville en qualité de responsable du département commercial et relations publiques ainsi qu'animatrice de l'émission Womanity à Adiak TV. Femme aux multiples facettes, elle est à l'initiative de plusieurs projets culturels, sociaux, environnementaux et engagés dans la cause féminine. Elle est autrice de 3 ouvrages qu'elle nous présentera dans cette émission et elle, c'est Mildred Mukinga que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau d'Alinéa. Bonsoir, la belle Milly. Bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir dans l'Alinéa. Alors, Mildred Mukinga, bienvenue dans l'Alinéa. Milly pour les intimes. La plupart des téléspectateurs, sinon du public, vous connaît en tant qu'actrice culturelle et animatrice de l'émission Womanity sur Adiak TV. Alors, est-ce que Milly peut se présenter au public avec ces mots? Alors, Mildred, je peux me présenter comme une personne très motivée, altruiste parfois, rigoureuse quand il s'agit du travail, et puis passionnée par tout ce que je fais. Je suis mère de 4 enfants et épouse. J'aime contribuer, impacter dans la vie des autres. Voilà comment je me définis. Très bien. Alors Milly, on décortiquera un peu quelques facettes qui vous représentent. Vous êtes autrice. Actuellement, vous avez déjà 3 ouvrages que vous avez écrits. Le premier s'appelle Anki, que vous avez écrit en 2 tomes. Et le troisième, c'est Contes de Milly, qui venait de paraître. Alors, on va commencer par Anki, qui est donc votre œuvre qui vous a fait connaître auprès du monde littéraire. Alors, pouvez-vous nous résumer ce que vous racontez dans Anki? Alors, Anki, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a jamais connu son père, une jeune fille qui découvre la société congolaise en profondeur, qui a toujours grandi sous la protection de sa mère. Et le message profond, c'est vraiment l'empowerment. À travers ce livre, j'ai voulu créer un personnage de jeune femme congolaise pour permettre aux femmes congolaises, aux jeunes femmes, de s'identifier à elles pour pouvoir aussi avoir des armes afin de mener certains combats de société qu'on a, notre société moderne. Dans les livres, il est question de parler de notre culture congolaise, on parle des us et coutumes, on parle de beaucoup d'autres sujets profonds, notamment le sexisme, les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. La bonne nouvelle, c'est que c'est une romance. Donc, le sujet vraiment principal, c'est l'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour entre Eki et Imani. Très bien. Et justement, parlant de ce que vous voulez mettre en avant comme nos valeurs culturelles, une partie de la scène se déroule dans la grande forêt équatoriale, certainement au nord du pays, où tradition se mêle avec mysticisme, et vous le racontez bien dans votre ouvrage. Alors, pourquoi cette représentation? Quelle est la valeur de ces aspects-là? Alors, tout d'abord, c'est une zone tellement enclavée que beaucoup de personnes, de jeunes qui vivent en ville, n'auront peut-être pas l'occasion de découvrir la grande forêt équatoriale. Moi qui vous parle, je ne suis jamais allée dans le village de mon père. Voilà. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation. Et j'ai grandi en écoutant des légendes. Et il y a beaucoup de choses que j'ai retenues. Les histoires étaient tellement passionnantes sur la tradition, sur le pouvoir des arbres, sur le pouvoir de certaines personnalités. Ce sont là des faits, des histoires qui constituent notre identité, mais qui malheureusement, si nous n'avons pas la chance d'être proches de certaines personnes qui pourraient peut-être nous en dire un peu plus, bah, on n'en saura rien du tout. Et
pour moi, à travers le livre, je me suis dit que c'était important de mettre un tant soit peu certaines parties, en fait, certains récits que j'ai moi-même écoutés, que j'ai aimés, et pour permettre aussi aux autres d'en profiter. Exactement. Parce que c'est une partie qui nous définit finalement, nous, en tant qu'Africains. Hein, nous sommes définis par cette force de nos traditions, mais qui, aujourd'hui, tend à être méconnue par un grand nombre de personnes. Et vous, si je comprends bien, vous voulez, à travers cette œuvre, essayer de valoriser cet aspect, puisque la traduction se fait par oral. Hein. Il n'y a pas vraiment des écrits pour transmettre ces sagesses-là. Et vous, vous en profitez pour, en tout cas, mettre en lumière ces aspects. J'en profite pour rappeler à cette jeunesse que nous avons quelque chose à proposer. Mais ce que nous proposons n'a de la valeur ajoutée que si c'est vraiment original, si ça fait partie de notre identité. Si nous copions des choses ici et là, et que nous transformons ça en notre identité, visage, on ne va pas peser devant les autres. Donc, on aura beaucoup à gagner à connaître qui nous sommes, à identifier nos forces, à savoir ce que nous pouvons effectivement mettre en avant pour nous vendre. Et je le dis bien dans le livre, on a nos us et nos coutumes. Il y a des choses qu'on doit développer. Il y a des réflexions qui méritent d'être encore approfondies sur notre façon de faire les choses. Tout n'est pas bien. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Tout à fait. Aujourd'hui, on est dans un processus d'amélioration, de développement. Nos us et coutumes, notre art culinaire. Voilà. Est-ce très riche. Hein? Est-ce que tout le temps, on va continuer à voir que ce que nous connaissons déjà, ou on va revisiter, ajouter d'autres mets, ajouter d'autres produits pour que ça devienne encore un peu plus riche, pour que ça réponde aussi aux besoins actuels en termes de santé, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment ce processus-là. Mais pour commencer, déjà, il faut savoir ce qu'on a. Il faut valoriser ce qu'on a. Il faut aimer ce qu'on a. Voilà. Genre, connais-toi toi-même, comme l'a dit un philosophe, et aussi plus proche de chez nous. Le président l'a dit lors de ses discours à la nation, que la jeunesse devait s'approprier de son histoire, connaître son passé, le passé de ce qui régit son pays, sa société, pour finalement savoir comment se positionner. Et je pense que vous abordez un sujet assez important. Effectivement. Alors, Milly, dans l'histoire qui est racontée dans votre livre, vous avez évoqué un fait qui est assez particulier dans nos sociétés, que vous avez dénommé le Mosele Bende, qui était un fait qui est assez marqué dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est, Milly? Alors, Mosele Bende, là, on est vraiment dans les us et coutumes congolais. Mosele Bende, c'est un fétiche. C'est une coutume, en fait, qui a pour but de donner à celui qui l'utilise, en fait, cette puissance-là de dominer. C'est vraiment pour la domination. Alors que dans la société, en général, le Mosele Bende, c'est vraiment un fétiche pour les relations amoureuses, quoi. Donc, un homme ou une femme pourrait utiliser ce fétiche pour rendre son partenaire très amoureux. C'est comme ça que ça se passe dans la vie en général au Congo. Mais dans le Mosele Bende, c'est vraiment pour dominer. C'est-à-dire que on a une femme qui a des pouvoirs surnaturels, qui s'appelle Tonton Mounier dans l'histoire, et qui connaît très bien la forêt et ses vertus, et qui va utiliser certaines plantes pour que quand elle va prendre la parole, par exemple, devant l'auditoire, que tout le monde acquiesce. D'accord. Il a vraiment du pouvoir face à ceux-là. On a aussi un homme qui, pour susciter un peu plus l'intérêt de son partenaire, pourrait utiliser pour qu'elle puisse être ouverte à tout. Bref, c'est un peu ça. Et je trouve ça drôle parce que, bon, je disais tout à l'heure, on a beaucoup de choses et c'est important déjà de savoir ce qu'on a et d'en parler. Voilà. Déjà, savoir et puis en parler. Ouais, c'est bien de le souligner parce que la connotation que nous avons, c'est beaucoup plus pour les sentiments amoureux, alors que ça répond aussi dans d'autres pratiques de domination. Dans mon livre. Dans le livre, ça le dit. Dans les livres. Et donc, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique-là? C'est vrai que ça régit nos valeurs culturelles, nos coutumes, mais ça fait aussi des dégâts, hein, puisque c'est une sorte de manipulation et de jonglerie à pouvoir
acheter mystiquement les sentiments de quelqu'un et avoir la domination sur les autres, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, si on veut rester dans le livre, le mot célébendé dans le livre a permis à ce qu'une veuve déshéritée puisse retrouver sa légitimité grâce à ce fétiche, parce qu'il y a une femme qui, en prenant la parole, a réussi à convaincre toute la famille, un conseil de famille, pour qu'on l'écoute alors qu'elle plaidait la cause de cette veuve. D'accord. Ça, c'est vraiment dans l'histoire. Donc, on va dire que c'est dans l'histoire de l'ouvrage, c'est de poser le faux finalement, parce que ça a permis à quelqu'un d'être rétabli dans ses droits. Dans ses droits. Voilà. Quelqu'un qui était lésé, qui avait tout perdu, mais qui retrouve ses droits grâce à ce pouvoir qui a été utilisé. Exactement. Et à des gens, ce serait bien. Et je pense que dans notre tradition, il y a beaucoup d'histoires comme ça, où des personnes qui ont certains pouvoirs peuvent l'utiliser soit en bien ou en mal. En mal, c'est ça. Après, c'est question de choix. Voilà. Où est la place du droit alors finalement? Dans le livre, effectivement, le droit, la justice s'est fait traditionnellement. Et je pense que c'est important parce que dans nos sociétés, avant que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il y avait la justice également. Il y avait les mbongi, des réunions de famille, les ndami, puisque par exemple chez moi on appelle les ndami, ou encore, c'est-à-dire les personnes dotées de connaissances, de sagesse pour pouvoir trancher, résoudre les problèmes dans les familles. Ces personnes-là avaient ce pouvoir de régler les problèmes parce qu'elles étaient en capacité de le faire. Tout à fait. Et je pense que la justice a toujours existé, tout comme la religion. Et c'est aussi important qu'aujourd'hui, qu'on essaye de comprendre un peu comment est-ce que nous étions avant. Exactement. Comment est-ce que ça se faisait avant. Ça fait partie de notre identité culturelle et traditionnelle. Le livre raconte l'histoire de Enki et de sa mère Ima, donc deux personnalités qui subissent des choses qui ne les conviennent pas puisqu'ils sont lésés dans leurs droits. C'est une réalité qui est assez vécue dans plusieurs familles, par plusieurs personnes dans nos sociétés. Alors, pour le cas de Enki et Ima dans votre ouvrage, pourquoi ces faits-là? Est-ce que c'est pour montrer un peu le mauvais côté de nos traditions qui lèsent beaucoup de gens, ou c'est une manière aussi d'emmener les gens à la conscientisation, puisque au final, en parcourant l'histoire, il y a eu quand même des avancées, puisque petit à petit, cette petite famille arrive quand même à retrouver ses droits. Alors, le plus important dans l'histoire, pour moi, a été vraiment ce côté empowerment. Ok. Parce que je sais que ce sont des faits qui sont là et que c'est pas par coup de baguette magique que ça va disparaître, mais comment se comporter face à ce genre de situation. Et là, on a une Enki, qui est une femme qui a su se prendre en main, c'est-à-dire une femme qui n'est pas restée là à pleurer pour son sort ou le sort de sa maman déshéritée, qui s'est levée, qui a dit voilà, je m'affirme, je cherche du travail, j'essaye de résister dans cette société. C'était vraiment une partie très importante parce que beaucoup de jeunes femmes sont confrontées à ce genre de problème. Beaucoup de femmes sont confrontées à ce genre de problème et très souvent, on tombe, c'est-à-dire qu'on se victimise. Plutôt que de se prendre en main, on se victimise, on baisse les bras et on va sombrer dans la précarité parce qu'on se dit que voilà, notre sort est scellé, on ne peut plus rien faire. Mais Enki et Ima, ce n'était pas le cas. Donc, ce sont deux femmes qui se sont quand même battues. Et c'était très important pour moi d'aborder ce sujet-là dans ce sens, parce que ce sont des faits assez courants dans la société. Tout à fait. Alors, au fil de l'histoire, on découvre une succession de malheurs, de mésaventures, et finalement, Enki fait une rencontre amoureuse. Racontez-nous. Alors, une rencontre amoureuse dans un cadre peut-être inapproprié. Bon, hein, parce que c'est le boulot. Tout à fait. Et là encore, le mot célébende deviendra atterrant pour l'histoire. Mais c'est aussi pour montrer que nous avons de belles choses à raconter, que nous pouvons avoir de belles histoires d'amour à raconter, qui vont faire rêver les gens dans notre contexte, dans notre environnement. Parce que je me souviens, une fois, quelqu'un disait, moi, quand il s'agit de regarder des films de romance, c'est toujours pour que ce soit, voilà,
que ce ne soit pas africain ou congolais, mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de leur servir ce genre de choses. Nous aussi, on a ce côté où on peut vendre le beau. On a quelque chose de beau à raconter. Toutes les histoires ne sont pas pareilles, mais il faut découvrir chaque histoire. Et surtout, lorsque on est vraiment précisément dans un environnement congolais que nous connaissons et que nous pouvons faire découvrir aux autres. Bon, je trouve que c'était vraiment intéressant. Très intéressant, personnellement. Et cette facette-là. Exactement. Et c'est très intéressant. Et personnellement, j'ai été vraiment passionnée en lisant cet ouvrage. Et Anki rencontre donc ce monsieur qui devient son âme sœur, un chef d'entreprise, après cette situation douloureuse qu'elle venait de connaître, un homme que vous décrivez charismatique et énigmatique en même temps. Ouais. Et finalement, comment ça se passe par la suite? Alors, ce qui se passe, c'est que, bon là, je viens déjà dans le tome 2, ils vont être ensemble, ils vont se marier, mais toujours contre vents et marées, parce que ça ne s'arrête pas. D'une part, la convoitise de certaines femmes, et puis d'autres hommes. Bref, c'est vraiment un chemin, c'est pas un fleuve tranquille en tout cas. Et ben, c'est la vie, hein. C'est comme ça, c'est généralement comme ça la vie. Et pour moi, je pense que pour susciter aussi l'intérêt des jeunes dans la lecture, surtout, nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on puisse vraiment créer des personnages qui portent des histoires qui nous ressemblent et voilà, qui s'identifient, parce que c'est toujours bien de lire quelque chose quand on s'identifie. Tout à fait. Et on a l'impression que c'est vraiment proche. Finalement, ça peut m'arriver aussi. Je me souviens, lorsque j'ai fait des présentations, il y a des jeunes filles qui se sont tellement identifiées en Inki, qui se disaient, je vais trouver mon Imani. Et ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était très drôle et bien. Oui. Ouais. Et vous l'avez écrit en 2 tomes, puisque là, la suite est telle que vous venez de raconter dans le 2e tome. Pourquoi avoir pris le choix de faire cette histoire en 2 tomes? Parce que vous avez estimé que c'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire parce que déjà le premier tome, de la manière dont ça s'appelle, avec il y a une suite qui arrive et puis je voulais pas avoir un très gros livre comme ça. J'ai préféré que les gens le lisent pas à pas et que vraiment à la fin du premier tome, que je réalise vraiment que j'ai suscité leur intérêt pour le second tome. Et ça a été le cas. Et franchement, je suis ravie. Je suis ravie de l'accueil que les gens ont vraiment accordé à ce livre. Parce que c'était vraiment un essai, c'est mon premier livre et tout. Et je peux dire que ça me donne envie de continuer. C'est une longue histoire qui ne fait que commencer. Exactement. Et là, pour Anki, on se dit qu'avec les 2 tomes, c'est la fin de l'histoire ou il y aura un 3e tome, un tome 3? Ah ben, je l'imaginais bien parce que un tome 3. Milly est un volcan. Hein. Quand elle se met à faire quelque chose, elle s'arrête. Et un tome 3. Il y a un tome 3 qui est attendu peut-être d'ici peu? D'ici peu, normalement, d'ici la fin d'année. Très bien. Ouais. Très bien. Entre-temps, vous avez rédigé un autre ouvrage que vous avez intitulé Contes de Milly. Et les contes, ça nous rappelle notre enfance, ça. Autour du feu, peut-être, quand on regardait des films d'enfants, un vieillard ou une personne assez avancée en âge qui raconte des choses de la vie à travers des contes. Alors, quel est le thème que vous avez choisi pour écrire cet ouvrage? Alors, Contes de Milly, c'est un recueil de 10 contes. Ok. Et à chaque fois, c'est vraiment éducatif. À chaque fois, c'est vraiment connecter la jeunesse à la sagesse. C'est une fois de plus faire découvrir à nos enfants, à nos jeunes, ce qu'ils n'ont pas connu, notamment le village, tout simplement. C'est vraiment éduqué par les fables, éduqué par des histoires. Nos parents avaient la chance d'avoir des parents qui étaient là présents pour éduquer tout le temps. Moi, je me souviens, moi, j'ai connu un peu ça aussi. À chaque fois, c'est vraiment des conseils, moindre chose, on vous fait asseoir, on dit voilà, là. Franchement, ça s'arrêtait pas. Et alors, le monde actuel, avec tout ce que nous avons comme déjà le numérique, la télé, les tablettes. On est influencé par les cultures. Et le rythme de vie. Le rythme est très accéléré, oui. C'est vraiment difficile qu'il y ait encore cette connexion-là. Maintenant, quand il y a cette connexion, qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Réponse? La Reine des Neiges? C'est pas que je suis contre, hein? Oui. Non, je suis pas contre. Mais ça ne peut pas être que ça. Nous n'avons rien à transmettre. On a des choses à transmettre.
Moi-même, j'ai grandi en écoutant des récits de mes grands-mères. Et je me souviens, je dis toujours que ça fait partie des meilleurs souvenirs que je garde de ces personnes. C'est-à-dire, la première idée, c'était d'abord mes propres enfants. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur transmettre dans ce sens? Moi, j'ai eu ça. Et je sais comment j'étais très émerveillée en écoutant ça. J'ai voulu leur transmettre ça. Et un jour, un soir, je m'aventure à parler et à raconter des histoires et je me perds. Et là, j'ai dit, ouf, il y a un problème. J'ai oublié. Et là, j'ai commencé à appeler mes tantes, ma mère et tout. J'ai dit, là, je me souviens plus. Il faut vraiment que je puisse savoir. Et une de mes tantes a pris la peine de m'envoyer des voices. Oh. Oui, elle m'a envoyé des voices. À chaque fois, je lui disais, oui, je me souviens de tel conte aussi. Je veux, envoie-moi des voices. Elle m'a envoyé des voices. Elle m'a envoyé ça. Puis j'ai dit, ben. Et des voices qui vous rappelaient en faux? Qui me rappelaient, ça était là. Après, j'ai commencé à écrire. J'ai dit, non, là, si elle n'était pas là. C'est ça. Si elle n'était pas là, parce que nos grands-mères sont décédées déjà. Donc là, j'allais même plus compter sur elle. Mais non, elle, si elle n'était pas là. J'ai dit, non, il faut qu'on écrive. Et j'ai écrit ça. Et voilà. Et j'espère que les enfants du monde, hein, pas que les enfants congolais ou africains, les enfants du monde vont pouvoir découvrir un certain mode de vie, des personnages, des histoires. Et une sagesse et une conscientisation à travers ces contes. Oui. Une sagesse. On a des histoires comme Mwinda, par exemple, on a Sanza. Et puis l'autre chose, c'est que tous les prénoms sont typiquement congolais. D'accord. Voilà. Mwinda, c'est la lumière. Voilà. Sanza, c'est la lune. Voilà, on a que ça, on a les Mwessé. Moi, je suis vraiment animée par cette envie-là de transmettre, de faire aimer ce que nous avons, en fait. Voilà. Ma fille s'appelle Motema. Ah, super ça. La dernière fois, elle rentre à la maison et me dit, maman, les amis se sont moqués de moi aujourd'hui. Parce qu'elle s'appelle Moésie Motema. Donc, ces deux prénoms sont toujours congolais. Bon, Moésie, pour eux, ça sonnait quand même bien. Mais quand ils ont entendu Motema, ouh là là, ils se sont moqués. Et pas que ça, je me souviens quand je l'ai mise au monde, même les sages-femmes se sont moquées. Ils ont dit Motema. À l'époque, elles m'ont dit les sages-femmes, mais on va se moquer d'elle à l'école. Ça, c'est quel pronom que vous donnez aux enfants? J'étais là, j'étais choquée. Et depuis, je me dis non, il faut vraiment qu'on arrive à transmettre quelque chose. L'amour de ce que nous avons. Parce que si nous-mêmes, on n'arrive pas à aimer ce que nous avons, comment on peut valoriser ce qu'on n'aime pas? C'est impossible. C'est très bien ça. C'est une manière pour vous, en tout cas, de perpétuer cette culture, ces valeurs, cette beauté de nous. Moi, ça me dit, c'est vraiment plaisir quand je vois une Aïcha. Ouais. Dès que tu vois, tu écoutes le nom, ça fait plaisir. Ouais. Il y a une identité, il y a du respect. Même ailleurs, c'est comme ça. Quand on les voit avec leur identité, on les respecte. Et vous allez voir que ces pays-là, où il y a une démarche quand même de valoriser l'identité, ce sont des pays où le tourisme fonctionne. Exactement. Parce que personne ne va quitter les États-Unis pour venir au Congo découvrir le hamburger. C'est vrai. Découvrir le shawarma. Découvrir quoi d'autre? Non. On ne peut venir que découvrir de la moindre... Bref, je pense que ça fait partie des priorités pour que nous ayons une génération de personnes décomplexées. Oui, oui. Parce qu'on aura beau parler de décomplexer, mais si on a un discours pour décomplexer et à côté, on pense que c'est ridicule de s'appeler Motema, il y a un problème. Je pense que c'est une leçon pour nous toutes, hein, puisque déjà, c'est peut-être pas de notre faute, on est baigné par ça. On porte déjà des prénoms occidentaux. Je m'appelle Mildred. Mildred, je pense que c'est anglophone, et moi, Aline France. C'est clair qu'on garde de nos noms traditionnels de chez nous que nos noms de famille, alors que ça devait aussi être traduit dans nos prénoms. Et bon, nos parents peut-être ont été influencés par les situations d'époque, mais nous, avec la conscientisation qu'on a aujourd'hui de prendre en main notre culture, je pense qu'on peut faire, on doit faire un effort, on doit faire un effort pour faire changer des choses. Ouais, très bien. Je vais me permettre de lire une partie du résumé de l'auditeur qui dit « Conte de Milly est un voyage enchanteur où chaque histoire renferme une leçon précieuse. Les jeunes lecteurs découvrent des fables et d'autres histoires qui éveilleront en eux des valeurs tout en leur permettront de découvrir une Afrique où échos du passé peuvent éclairer l'avenir. » Ça, c'est magnifique, ça. Ouais.
C'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, parce que on a des histoires qui vont montrer aux enfants que le travail, c'est important. C'est même l'essence de la vie. Je vais peut-être résumer un peu. On a Sansa, par exemple, qui chaque matin, alors que ses parents lui donnaient tout pour la pêche, nasse, hameçon, lui partait avec, mais il mettait de côté, il s'amusait avec ses amis. Voilà, il dansait, vraiment c'était la fête. Et à chaque fois, il rentrait bredouille. Et comme maman faisait toujours quelque chose, il avait l'habitude, voilà, maman, non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les ont trop monté, je n'ai pas pu avoir du pâté. Oh là là. Oui, à chaque fois, c'était le même discours. Et comme maman faisait toujours à manger, ben, il mangeait. Le lendemain matin, paf, il va, il fait la fête. Et un jour, la maman se décide, le papa, on va le suivre pour voir ce qui se passe. Et quand on le suit, on se rend compte qu'il fait la fête. Il ne pêche pas. Et quand la maman rentre, ben, elle prépare rien. Et quand Sansa revient, ben, moi, je vais manger. Ben, les œufs ont monté, il n'y a rien. On n'a rien fait. 3 jours successifs, bah, le lendemain, Sansa est revenu avec du poisson et des légumes. Il fallait bien ça. Il fallait bien ça. Voilà, c'est une manière douce d'éduquer, De la pousser à l'effort finalement. voilà, et de transmettre certains messages et valeurs. Ouais. Waouh, c'est que c'est très profond ça. Et je copie, hein. En tout cas, des ouvrages très passionnants que je recommande en tout cas, c'est à lire, en tout cas à lire absolument. Alors Milly, où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Alors, à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville. D'accord. Les contes de Milly vont être présentés au mois de juin, parce que la dédicace n'a pas encore été faite. Et j'espère que les parents viendront nombreux avec des enfants pour qu'ils découvrent en fait ces personnages qui, je pense, vont intéresser tous les enfants. Tout à fait. Et pour ceux qui sont à l'étranger? Sur Amazon. Ok, très bien. Dans le monde entier, Australie, Chine, États-Unis, France, pareil, sur Amazon. Généralement, tu partages les liens sur mes différents comptes dans les réseaux sociaux. Très bien. Donc, il y a possibilité d'acheter en ligne, en fait. Possibilité d'acheter. Très bien. Alors, à combien? J'espère que c'est pas trop cher et c'est donné à tout le monde. Entre 23 $, 20 €, 15 000 francs CFA. Très bien. Ça va, ça va. Alors, vous avez parlé des séances de dédicaces qui auront lieu au mois de juin pour les contes de Milly. Et vous aurez besoin d'un grand public, un public souterrain. Vous venez de découvrir ces valeurs que vous avez renfermées dans ces vents. Nous sommes en train de mettre en avant le personnage de Minda parce que en publiant quelques extraits, on a constaté que beaucoup de personnes aiment ce personnage. Donc, on a essayé de mettre un visage sur ce personnage et on espère que Minda va vraiment devenir la prochaine, on va dire, héroïne. Après, voilà. Alors, une autre publication certainement en perspective, vous avez parlé du tome 3 qui est en gestation peut-être, et peut-être un autre livre du type Conte de Milly, peut-être autre chose, pourquoi pas? Forcément, parce que l'écriture, moi, c'est une très longue histoire. J'ai passé ma jeunesse à écrire, mais à faire des bandes dessinées. J'étais vraiment introvertie. Je lisais et je dessinais. Je faisais mes bandes dessinées. En tout cas, je ne m'intéressais pas de ce qui se passait dehors. J'étais à fond dans mes histoires. J'étais à fond dans mes histoires. Et même jusqu'aujourd'hui, ma mère m'a ramené la dernière fois quand même des tonnes de bandes dessinées que j'avais faites. Et ça a toujours été pour moi, en fait, une autre manière de vivre, en fait. J'ai l'impression de vivre 2 fois. Donc, vivre avec tout le monde et vivre quand je suis dans ma bulle en train d'imaginer mes histoires. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas, je m'étais un peu déconnectée de tout ça. Je sais pas, c'est la vie. Hein, c'est peut-être aussi les occupations, tout ce qu'il y a eu comme changement dans ma vie. Et je m'étais un peu perdue. Mais c'est revenu tout naturellement. Et là, je ne suis vraiment pas prête à m'arrêter. Ah ben c'est très bien, c'est très encourageant, surtout pour une femme. Parce qu'on encourage les femmes à l'effort et à la lutte saine. Alors, Milly, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entrée de cette émission, vous êtes multifacette. En tout cas, une femme qui bouge, qui est active, qui est vraiment épanouie dans plusieurs domaines. Vous êtes actrice culturelle, vous œuvrez dans le domaine environnemental, vous êtes engagée dans la cause féminine. Alors, pourquoi tous ces engagements autour de Milly? Je disais tout à l'heure au début que je suis quelqu'un qui aime impacter dans la vie des autres et puis je me définis aussi un peu comme une altruiste. J'ai toujours été sensible
à certaines choses et quand ça touche vraiment des personnes qui n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que j'appelle par moyens? C'est-à-dire que lorsque tu réalises qu'il te manque quelque chose et que tu ne fais rien, pour moi, tu n'as pas de moyens. C'est pas vraiment moyen financier. C'est-à-dire que tu as besoin d'être boosté. Exactement. Tu es dépourvu de sécurité. On a des personnes qui ont besoin d'être boostées. Il y a d'autres qui sont là pour booster les autres. Et moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes. Et tout de suite, j'ai pu constater la précarité qui existait dans le milieu de femmes. Il y avait des mères célibataires, donc une mère célibataire qui ne travaille pas et qui va être là, par exemple, à attendre que le papa prenne en charge les enfants. Et quand ce dernier ne le fait pas, ben, on voit bien comment est-ce que c'est difficile, même les études. Et souvent, c'est une femme qui n'arrive même pas à faire un commerce. Et ça, j'ai vraiment vécu en voyant ça toute ma jeunesse. Et je me suis dit, les hommes, par contre, dans notre société, il y a une différence parce que eux, on les prépare mieux que nous. C'est-à-dire qu'un homme, il y aura toujours une maman ou un papa qui va lui dire, tu dois faire un effort parce que tu es l'homme. Demain, tu auras une famille à gérer. Demain, tu devras faire ci. Donc, tu dois te battre. Donc, les hommes dans notre société grandissent déjà avec ce mindset qui consiste à se dire, voilà, aide-toi, le ciel t'aide. Exactement. Mais les femmes aussi grandissent avec ce mindset qui consiste à dire, si demain je trouve un homme qui a des moyens, voilà, je n'aurai pas de problème. Et si, malheureusement, tu n'as pas la chance de tomber sur cet homme qui a des moyens, ben, tu devras faire face à toi-même. Exact. Et c'est là où ça devient difficile. Très difficile. Parce qu'on ne t'a pas appris à le faire. Nombreuses sont surprises à un moment donné de la vie d'avoir à se prendre en main alors qu'elles n'ont jamais fait ça. À ce moment-là, je me suis dit que c'était important d'avoir un instrument qui va me permettre d'être en contact avec ces femmes-là, de les booster, de leur faire réaliser qu'en fait, l'épanouissement dont on parle, dont on a besoin, en fait, c'est même pas seulement pour nous-mêmes. Parce qu'une maman qui est épanouie ne pourra avoir que des enfants aussi qui sont épanouis. Exactement. Si tu souffres, tu pleures en longueur de journée, tu es impuissante, tes enfants vont te voir dans cet état. Qu'est-ce que tu leur transmets? La même chose, hein. Des lamentations et des jérémiades. Cela, ceci dit, c'est même dans la vie en général, en tant que femme seule ou célibataire, même en tant que femme mariée. Si tu vis mal ta situation, si tu es dans une relation où tu passes ton temps à pleurer, tu passes ton temps à subir, qu'est-ce que tes enfants vont retenir de toi? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de toi? Donc la femme aujourd'hui qui est capable de se prendre en main avec les moyens ou sans moyens, c'est une femme qui aura quand même quelque chose de positif à transmettre à ses enfants. Voilà. Ça, c'est pas faux. C'est vraiment de là que je me suis dit, les femmes ont besoin d'avoir certains discours pour qu'elles réalisent que c'est important l'épanouissement. Tout à fait. Ça t'ouvre en fait toutes les portes. Ça te permet d'être quelqu'un d'impactant dans la société. Ça permet à ce que les autres aussi comptent sur toi. C'est ça. Parce que généralement, on se met dans une posture où on veut compter sur les autres, mais les autres ne comptent pas sur nous. Mais on a besoin aussi, chaque être humain, chaque individu a quelque chose à apporter dans la société. Exactement. C'est très bien, Milly. Je pense que c'est un bon relais des actions de nos pouvoirs publics. On sait bien combien le gouvernement met au centre ces questions de femmes, avec aujourd'hui la loi Mouebara, qui est saluée par beaucoup de femmes, et puis ces encouragements à travers les initiatives gouvernementales, à travers le ministère de la Femme, conduite par Madame Inès Ngani. Je pense que vous faites aujourd'hui partie de celles qui portent en tout cas la cause féminine haut et qui lèvent l'étendard de la femme pour que la femme congolaise soit celle qui demain peut être fière de ses actions, transmettre aussi ses valeurs à sa progéniture. Émilie, comme je l'ai dit aussi, vous œuvrez dans le domaine environnemental. Aujourd'hui, je pense que, en tant que journaliste, vous savez aussi bien que moi que le président de la République a été initiateur d'un projet magnifique qui est aujourd'hui validé par les Nations Unies, la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Et le projet a été voté, adopté par les Nations Unies il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Alors, vous, en tant que l'une des actrices qui œuvrent dans ce domaine, comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
Alors déjà, c'est une fierté d'avoir un président qui est tellement sensible à ces problèmes d'environnement. Et je voudrais par là également remercier tous les partenaires qui nous ont jusque-là permis de pouvoir réaliser tout ce que nous avons fait. Il y a par exemple la BCI, il y a l'Union européenne. En parlant des ministères, il y a le ministère des PME qui nous a déjà soutenus, le ministère de la promotion de la femme qui nous a déjà soutenus. Bref, il y a beaucoup de partenaires qui... Peut-être le CNUD aussi. Le CNUD aussi, ils sont nombreux, peut-être que je vais oublier certains, mais vraiment c'est pour dire que des initiatives que nous, sociétés civiles, portons, ne peuvent aussi se faire que si on est soutenu par déjà le gouvernement, par les organismes. Il y aura vraiment plus d'impact si nous sommes accompagnés. Et parlons de notre initiative EcoGarde. Ok, EcoGarde. Sur l'environnement. Alors, il a été question de mettre les femmes au cœur de la lutte contre la pollution. C'est-à-dire que en les mettant face à des challenges. Donc, on a eu des jeunes filles qui ont identifié certains endroits et qui se sont mises à nettoyer. C'était vraiment important. Ce sont là des choses que nous voyons tous les jours. Exactement. Et le but aussi, c'est de montrer que ce n'est pas normal. Parce que malheureusement, nous avons tendance à tout normaliser. Nous avons à proximité certaines choses, certains déchets qui sont dangereux pour la santé. Mais souvent, on a tendance, on se dit peut-être que bon, voilà, comme on dit, ça a été voilà. C'était vraiment là pour leur permettre de commencer à sensibiliser aussi autour d'elles et surtout d'apprendre comment exercer des activités dans ce domaine de l'environnement. Très bien. Parce que en luttant contre la pollution plastique, il y a plusieurs activités qui peuvent se faire, notamment avec les déchets, avec le recyclage. Il faut que nous aussi, on intègre aussi ce volet de pouvoir participer, contribuer à lutter contre la pollution en faisant du recyclage. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de plastique aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on en fait. Il faut qu'on commence à créer dans ce sens. Il faut qu'on donne une seconde vie à tous ces déchets qui nous polluent la terre. Très bien. Qui va finalement faire qu'on soit même incapable de faire de l'agriculture. Bien sûr. C'est un problème, c'est un réel problème de société. Et aussi la cause de certains phénomènes que nous vivons dans notre société. Des érosions, par exemple. Effectivement, des érosions. Et c'est important. Nous, en tout cas, on s'est dit à notre niveau que c'était important que ce discours soit tenu par d'autres personnes que les politiques. Parce que généralement, dans la société en général, les personnes, quand ils écoutent, quand tu vois que ce sont les mêmes, les politiques, ils disent « Ah bon, c'est toujours eux, ils parlent. » Des fois, quand ils vont voir, quand ils vont voir un jeune garçon, une jeune fille, venir leur parler de ces choses, une maman va être suite ah bon, et ça a été le cas. Voilà, c'était un peu ça la démarche que nous avions fait avec EcoGarde. Très bien. Vous avez commencé avec cette initiative il y a beaucoup de temps déjà. Et je pense que là encore, le gouvernement vous a écouté puisqu'aujourd'hui, on a tout un ministère dédié à l'assainissement. Et puis, je pense qu'au cœur de l'action de ce ministère, c'est aussi valoriser nos déchets, en faire des activités économiques. Je pense que vous êtes dans ce sillage. Bravo, Milly. Est-ce que vous avez, en dehors de ce fait sur le ramassage des objets qui nous encombrent, vous avez d'autres projets que vous menez dans le cadre de vos activités? Actuellement, en fait, nous travaillons sur l'autonomisation. D'accord. Parce que l'autonomisation comme telle, on s'est dit que quand on parle d'autonomisation, nous avons toujours tendance à croire que c'est vraiment l'autonomisation financière. C'est important aujourd'hui, là maintenant, ça concerne les jeunes, les hommes, les femmes. Aujourd'hui, la personne qui est autonome, c'est cette personne-là qui peut prendre une décision seule, qui peut prendre une initiative sans pourtant attendre qu'on lui dise « fais ceci, fais cela ». Nous constatons aussi que nous sommes comme dans une sorte d'attentisme. On attend beaucoup. On attend qu'on nous donne des ordres. On peut être là, voilà, quelqu'un a jeté, ça peut être une peau de banane, mais est-ce qu'on va attendre à ce qu'il y ait une commission spéciale pour qu'on enlève cette peau de banane? On enlève, tu enlèves tout simplement. Donc, l'autonomisation, aujourd'hui, nous devons développer d'abord l'autonomie dans notre tête, l'autonomie décisionnelle, l'autonomie dans nos actions, pour que nous soyons capables de prendre des initiatives qui vont nous permettre de régler certains problèmes dans notre société. Donc, actuellement, nous sommes un peu dans cette campagne-là de parler d'autonomisation pour que le Congolais en général
puisse se rendre compte, réaliser la responsabilité qui est la sienne. Bien sûr. Ne pas seulement attendre des initiatives qui viennent du haut sommet, mais essayer de se conscientiser nous-mêmes, de se responsabiliser. Souvent, on est d'agir. On est là, il y a un petit trou qui a commencé dans une ruelle. On attend que ça devienne un grand ravin. Mais à l'époque, dans les sociétés, on savait prendre des pelles. Cela ne dit pas qu'on sous-estime ou on ne reconnaît pas la responsabilité des autorités, de la mairie et autres. Mais c'est d'abord agir avant que ça devienne grave. Tout à fait. Et cet état d'esprit s'est aggravé encore avec les réseaux sociaux, où il y a des moments où on constate, on peut voir un accident, mais les gens sont là, ils sont d'abord en train de filmer. Plutôt que d'essayer de se précipiter, de peut-être rien pour sauver la personne à l'hôpital. Non. On cherche le buzz à la place de l'humain. Quand on est autonome aussi, on peut ne pas être influencé par certaines choses. Voilà. Il y a beaucoup d'influence en ce moment. Les influenceurs. Ah ben, Voilà. Il y en a un peu trop d'ailleurs. L'autonomie, c'est un peu ce concept qui vient en fait réduire un peu. C'est trop d'influence. Il y a trop d'influence. Une autonomie canalisée et responsable en fait. Et peut-être ce qui justifie aussi votre projet, en tout cas cette émission qui est très connue par le public congolais, Womanity, qui met en avant des femmes inspirantes, des femmes qui ont des projets, qui œuvrent dans notre société. Alors l'émission, c'est toujours pour donner la parole aux femmes, pour que les femmes s'expriment sur ce qu'elles font, sur les problèmes qu'elles rencontrent, sur le regard qu'elles ont dans la société, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on est une société patriarcale et qu'aujourd'hui encore, nous n'avons pas les mêmes problèmes à proprement parler avec les hommes. On n'a pas les mêmes problèmes parce qu'il y a des moments quand nous, on pense à faire vite pour finir certaines tâches ménagères et tout, les hommes n'ont même pas ça en tête. Donc, bref, même si c'est partout. Mais il faut que les femmes s'expriment davantage pour qu'elles inspirent d'autres femmes. Des exemples, des témoignages peuvent permettre à d'autres femmes aujourd'hui de se lancer. Bien sûr. À d'autres femmes aujourd'hui de briser le plafond de verre. Parce que oui, c'est un problème. Très bien. Il faut briser le plafond de verre. Il faut se positionner. Il faut assumer qui l'on est aussi. Il faut aussi ne pas rester sur le regard des autres. Oui, parce que j'ai fait ceci, la société va me traiter de cela. Ça aussi, c'est beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Généralement, les hommes, ils sont bien dans leur... Voilà. Mais la femme a du mal à exprimer son plein potentiel par peur du jugement. Aujourd'hui, les femmes dans notre société, par exemple, à un certain âge, il y a des choses qu'elles ne font même plus. Elles vont se dire qu'on va me juger. Oui. Elle peut même pas aller à la piscine. Parce qu'elle va se dire, oui, mais à mon âge, on va me dire, mais je suis en maillot de bain, je fais quoi? Bah, la nage, c'est d'abord ta santé aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est un peu tout ça. Il faut vraiment beaucoup échanger pour que la femme réalise, en fait, qu'elle peut accomplir non seulement beaucoup de choses, qu'elle peut inspirer les autres et que tout ce qu'il y a comme interdit autour d'elle ne contribue pas, en fait, à l'élever. Ouais, il y a des choses qu'il faut supprimer. Qu'elle arrive à faire des choix et des bons choix. Des bons choix pour aller de l'avant, pour qu'elle soit comme les autres. Je suis vraiment admirative de la femme ivoirienne. Ça, je le dis parce que je vois à peu près le paysage de ce que je vois. Je vois des jeunes femmes qui s'affirment, des femmes âgées aussi qui s'affirment, c'est-à-dire sans complexe, dans tous les domaines. Cinéma, journalisme. Mais une fois, j'ai été quand même attristée. J'ai vu une dame, j'ai vu qu'elle répondait parce que, bon, vous avez dit tout à l'heure que j'avais plusieurs casquettes et on lui proposait un rôle. Elle a dit, moi, les gens, voilà, je ne peux pas jouer dans un film. Les gens, ça, ce sont des histoires des enfants. On va me juger, on va... Donc, il y a toujours ce côté-là où on a l'impression que, voilà, à un certain âge, pour être une vraie femme, on ne peut pas il faut ça. Il y a toujours ça, ça ne manque pas. Ça nous crée des barrières. Il y a trop de qui nous arrêtent. Et finalement, on n'évolue pas. Alors qu'aujourd'hui, l'évolution de la société nous emmène à s'impliquer dans tout, mais de manière zen. Il n'y a pas de saut métier. Ouais, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Bien sûr. Qui pouvait croire hier qu'aujourd'hui, Internet serait tout un métier pour certaines personnes. La création de contenu. Les gens vivent de ça. Certaines sont même mieux payées que les gens qui sont dans des bureaux et tout ça. Mais voilà. Tout à fait. Alors, c'est une émission à suivre sur Adiac TV.
Il suffit de taper Adiactiviste. Voilà. www.adiac.tv. Très bien. Vous produisez hebdomadairement ou Hebdomadairement. Très bien. Chaque jeudi. Très bien. Je pense qu'on tend vers la fin, Amélie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter en dehors de tout ce qu'on a évoqué sur ce plateau. Oh, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. En tout cas, Aline, c'était un plaisir de passer dans cette très belle émission qui donne la parole aux personnes qui essayent de faire des choses dans la société. Alors, si j'avais un mot à dire, je dirais que nous avons un pays magnifique. Voilà, le Congo, c'est un pays magnifique que je pense toujours être peut-être pas vierge, mais qui a plusieurs opportunités. Et aujourd'hui, en identifiant vraiment la société, chacun peut se positionner quelque part, peut contribuer à faire quelque chose et impacter dans cette société. Exactement. Moi, mon mot, ce serait que nous, surtout nous les Congolais, que nous puissions nous aussi prendre nos stylos et d'écrire l'histoire à notre manière, de contribuer à faire des choses à notre manière, pour que nos enfants, les générations qui viennent, puissent quand même s'identifier à quelque chose qui est proche d'eux. Ce serait ça mon mot. Très bien, Amélie. En tout cas, merci d'être passée sur ce plateau et bravo pour tout ce travail que vous faites en faveur de notre société. On a besoin de femmes comme ça aujourd'hui qui se battent, qui s'impliquent, qui ne regardent pas, qui ne se victimisent pas, mais qui se positionnent en actrice comme vous le faites aussi bien. Bravo, Amélie, et merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous étions ravis en tout cas d'être sur ce plateau avec Mildred Mukinga. Vous avez suivi cet entretien où elle a décortiqué tous les aspects de ses initiatives et de tout ce qu'elle fait dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Une femme dynamique, vous l'avez suivie, vous l'avez découverte certainement. Une femme qui est impliquée dans plusieurs domaines et les femmes de médias socio-entrepreneur et autrice. Elle a écrit déjà 3 ouvrages, Anki 1 et 2, et également Contes de Mélie, des ouvrages à trouver, à se procurer à la librairie des Dépêches de Brazzaville et également en ligne sur le site d'Amazon. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne et merci à notre directeur général André Andélé. À très bientôt sur nos antennes.